Et si l'État, que l'on voit souvent comme un protecteur, était en fait le plus grand agresseur de tous? C'est une idée assez radicale. Et c'est justement l'argument philosophique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va suivre sa logique, pas à pas, qui part, et vous allez le voir, d'un seul et unique principe de base. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser les fondations de cet argument. Ensuite, on verra comment le texte répond à 3 objections très classiques, une objection historique, une pragmatique et une juridique. Et enfin, on finira en beauté avec ce que la source appelle une sorte de révélation. Une idée assez surprenante sur ce qu'est, ou plutôt ce que serait, la véritable anarchie. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que toute l'argumentation qui va suivre, absolument tout, repose sur une seule et même idée. Un principe qui est la pierre angulaire de tout le raisonnement. Et ce principe, le voici. Il est assez simple à comprendre. Commencer à utiliser la force contre quelqu'un qui ne vous a rien fait, c'est une agression. Et une agression, c'est tout le contraire de la civilisation. Pour la source, ce principe de non-agression, c'est carrément, et je cite, le socle inamovible de la civilisation. C'est de là que tout part. Et c'est là, évidemment, que ça devient critique. Parce que si on accepte ce principe, il faut regarder qui, dans notre société, s'est donné le droit exclusif, le monopole, d'initier la force. Pour la source, la réponse est claire, c'est l'État. Et donc, par pure logique, si l'agression est l'ennemi de la civilisation, alors l'État devient le plus grand danger qui soit. Le texte le qualifie même d'agresseur alpha. Bon, évidemment, une affirmation pareille, ça fait réagir. Le texte anticipe d'ailleurs la toute première objection, la plus courante, sans État, pas de société, c'est le chaos. Voyons un peu comment il répond à ça. La première réponse est une question de simple bon sens, une question de chronologie. Pour qu'une entité comme l'État puisse s'installer et gouverner un groupe de gens, il faut bien que ce groupe, cette société, existe déjà, non? On ne peut pas construire un État sur du vide. Le texte le dit très clairement. La société précède toujours l'État. C'est obligatoire. Et au-delà de la logique, il y a les faits, l'archéologie. Et elle confirme cette idée. Les traces de culture, les outils, l'art, ce que le texte appelle joliment des colifichets, on en trouve qui datent de milliers de siècles. Alors que les premiers symboles du pouvoir étatique, les trônes, les grands monuments, ça c'est beaucoup plus récent. Comme le dit la formule, dans le registre archéologique, les colifichets précèdent massivement les trônes. La conclusion de cette première partie est donc sans appel. Pour l'auteur, affirmer qu'il faut un État pour qu'une société existe, c'est non seulement mettre la charrue avant les bœufs d'un point de vue logique, mais c'est aussi tout simplement faux quand on regarde l'histoire. Alors, l'auteur imagine son contradicteur, qu'il surnomme l'agressiste, à changer son fusil d'épaule. Ok, d'accord pour le passé, mais aujourd'hui soyons sérieux. Une société sans État, c'est tout sauf réaliste, non? C'est l'objection pragmatique. Et là, la réponse est une pirouette assez brillante. C'est l'argument du manque de précédent. En gros, dire qu'une chose est irréaliste parce qu'elle n'a jamais été faite, c'est comme dire que voler était irréaliste 1 an avant l'invention de l'avion. Juger ce qui est possible en se basant uniquement sur ce qui a déjà existé, c'est en fait tuer dans l'œuf toute forme d'innovation. L'opposant imaginaire ne se laisse pas démonter. Il revient à la charge avec une 3e objection, cette fois sur le terrain des lois, du droit. La question est très directe et pleine de bon sens. Ok, l'État s'est imposé, c'est un fait. Et c'est lui qui fait les lois. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de lui pour établir les règles de la vie en société? Là, le texte fait une distinction qui est absolument cruciale. Il ne dit pas qu'on n'a pas besoin de loi, bien au contraire. Ce qu'il remet en cause, c'est la nécessité d'un monopole étatique. L'idée qu'une seule et même organisation ait le contrôle total sur la création et l'application des lois. D'ailleurs, le texte ajoute que cette idée de monopole devrait être, je cite, intuitivement répulsive à l'esprit moderne occidental. Oui, mais la démocratie alors? On vote les lois. C'est là que le texte parle d'une illusion. Il décrit le vote ou la common law comme des habiles mécanismes qui nous donnent l'impression que le monopole est cassé, qu'on participe tous. Mais c'est une illusion, certes tenace, parce qu'à la fin des fins, même si on peut débattre des lois, qui a le monopole de leur application, par la force s'il le faut? C'est toujours l'État, l'agresseur en chef. On arrive maintenant à la partie la plus détonnante de l'argumentation, celle qui veut complètement redéfinir ce qu'on entend par anarchie. Pas comme un futur chaotique, mais comme une réalité qui existe déjà sous nos yeux. Le raisonnement est presque mathématique, en 3 temps. Premier point, une autorité suprême, par définition, n'a personne au-dessus pour lui donner des ordres. Ça se tient. Deuxième point, dans notre société, l'État est l'autorité suprême. Conclusion logique et implacable, les membres qui sont au sommet de l'État opèrent entre eux dans un état d'anarchie. Il n'y a personne au-dessus d'eux. Et voilà l'idée qui retourne complètement la table. L'anarchie, ce n'est pas une utopie lointaine, c'est une réalité bien présente, mais réservée à une élite. Les dirigeants sont, de fait, anarchistes entre eux. Ils n'ont pas de patron. Par contre, ils se servent de leur monopole de la force pour imposer des règles à tous les autres. Cette citation, elle résume tout.
La demande finale du texte, ce n'est pas de créer l'anarchie, mais de l'étendre à tout le monde. C'est de dire « Attendez, ce mode de fonctionnement sans autorité supérieure, vous l'avez gardé pour vous, tout en haut. Pourquoi ne serait-il pas bon pour tout le monde ?» L'idée, c'est de rendre ce produit disponible à tous les étages de la société. Et on termine sur cette question finale qui est la conclusion très provocatrice du texte original. Précisons bien qu'elle n'est pas de nous, mais de l'auteur qui s'adresse à son opposant imaginaire. Après avoir déroulé toute sa logique, il met son contradicteur au pied du mur avec ce dilemme, disons, assez brutal. Une question qui reste ouverte et qui conclut cette analyse. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. C'est moi qui est élu. C'est moi qui décide. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. Et toi du pu du cul, fais gaffe au génocide. C'est moi qui est élu. C'est moi qui décide. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. Ta gueule sale morue, à genoux j'te Covid. Réaction des gars. Je taxe, tu payes, j'ordonne, tu fais, je viens, tu votes, tu es une crotte. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. La monarchie par intérim, la monarchie dans l'abîme, la monarchie rotative. Je jouis, monarchie abortive. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. Je sais ce qui est bon pour toi. Tu es une vache, tu ne sais pas. Démocratie, je suis ton roi. Je suis le verbe, écoute ma voix. C'est moi le gros anal, c'est moi le gros analphabète avec ses flingues qui pètent. C'est moi